Hola, hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain et c'est tout de suite. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, je suis, le Panthéon évidemment, rendez-vous en coulisses. Un créateur inspiré par un monde de super-héroïnes, c'est Philippe Périssé, notre invité mode du jour. Besoin d'un peu de soleil sur la capitale, bon ça vous pouvez toujours attendre, mais en attendant, il y a Repérage Maroc au cœur de Paris. Une des pierres les plus convoitées et énigmatiques nous livre ce secret aujourd'hui, c'est le diamant et ses 1000 facettes. Bon pour la tête, bon pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est Point de Vue. Un œil façon Big Brother qui vous ziote au coin de la rue. Non, ce n'est pas encore un de ces mecs qui va vous demander votre numéro, mais bien les œuvres malicieuses de Cyclope. Ce street artiste habille les poteaux austères des villes. Alors lors de vos prochaines balades urbaines, ouvrez l'œil dans l'espoir d'apercevoir ces drôles de silhouettes. Si on vous dit blanc, bleu, rayé et qui fait tourner la tête des fashionistas depuis des années, la marinière bien jouée, alors évidemment il y a l'incontournable façon Jean-Paul Gaultier, mais ce dernier, à grands coups de collab et d'imagination, a su lui redonner ses lettres de noblesse. Elle se décline désormais à l'infini pour nous, les marins d'eau douce. Girl Power avec la revue des confettis. Ici, place aux femmes, celles qui entreprennent, celles qui courent après le temps, leur môme et les dernières tendances. Celles de tous les jours, celles qui veulent s'inspirer. Ce semestriel est né sur Internet pour arriver directement dans nos kiosques. C'est un peu comme une bonne copine, mais qui prend moins de place. Après avoir été abreuvé de sa version pour adultes, le turban revient en version mini. Parce que oui, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on est obligé de renoncer au style et de porter les bonnets mal tricotés de maman en pleine crise de do-it-yourself. Mademoiselle Beuse maîtrise, alors laissons faire les pros de l'aiguille et du ciseau. La coupole qui abrite les défuntes têtes pensantes du pays et bien plus encore nous ouvre ses portes. Visite du Panthéon de la tête aux pieds. Il y a des monuments dans Paris dont la façade nous est plus familière que l'intérieur, et c'est le cas du Panthéon. Et ce que l'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous le faire découvrir sous tous ses angles. Guidé par David Madec, médiateur du Panthéon, on vous emmène dans une folle ascension, derrière des portes fermées à double tour. Préparez-vous pour aller dans des endroits où personne ne va, découvrir une vue incroyable sur tout Paris et vous délecter des secrets d'architecture de ce lieu singulier. Mais avant de vous dévoiler les secrets les mieux gardés du Panthéon, David nous retrace son histoire. Il était prévu à l'origine pour être une église et est devenu à la Révolution française un monument honorant la mémoire des grands personnages ayant marqué l'histoire de France. Au fur et à mesure des changements de régime, changera de statut. Église, Panthéon, redevient église sous Louis XVIII, redevient Panthéon, redevient église, et à la mort de Victor Hugo, on décide de rendre hommage au grand homme et de retransformer l'église Sainte-Geneviève en Panthéon. Et depuis la mort de Victor Hugo, le monument reste Panthéon. Victor Hugo compte 77 autres compagnons de crypte. Les premiers à avoir été inhumés sont Voltaire et Rousseau. Depuis, Jean Moulin, André Malraux, Marie Curie et récemment Simone Veil sont enterrés dans cette dernière demeure qui mélange les styles architecturaux. Et pour mieux comprendre de quoi on parle, direction les entrailles du monument. Ouvrez grand les yeux parce que tout ce que vous allez voir maintenant est interdit au public. À l'extérieur, c'est un temple grec, on voit bien ces colonnades imposantes et cette partie un peu fermée. Et à l'intérieur, c'est une église classique, ce qui fait qu'entre les deux, Soufflot est obligé d'aménager des espaces qui n'ont pas d'utilité. C'est l'endroit où nous trouvons, qui ont quand même une utilité importante, c'est que les arcs-boutants que l'on aperçoit là sont ceux qui portent le monument à proprement parler. Tout ça grâce à une architecture gothique, espèce de synthèse des arts remarquable. Et on ne peut pas parler de l'architecture du lieu sans s'attarder sur la coupole, ou plutôt sur les coupoles. Suivons le guide pour aller voir ce qu'il se passe tout là-haut et comprendre cette histoire de triple coupole. On voit cette coupole sculptée, cette coupole peinte et enfin la coupole extérieure qui recouvre l'ensemble et qui est surmontée du lanternon. C'est vraiment l'explication architecturale de ce monument.
Et pour atteindre le lanternon, croyez-nous, il faut gravir d'interminables escaliers plus étroits les uns que les autres et certains même parfois entourés de vide. Encore un autre escalier. Mais voilà à quoi ressemble le point culminant du Panthéon. Ça valait bien un peu de sport. Jusqu'à la création de la Tour Eiffel, le Panthéon était le monument le plus haut de Paris. Et David nous a confié que c'est justement parce que Soufflot voulait construire le monument le plus haut qu'il a dû mettre au point ce système. Redescendons maintenant d'un étage pour observer la coupole peinte. La fresque que l'on aperçoit derrière nous est une peinture à fresque, donc peinte à même le mur par Gros, le célèbre peintre, en 1824. Et il répond à une commande de Napoléon Ier qui souhaite se faire représenter dans le cycle des grands rois de France. Le cycle n'est pas terminé d'être peint et c'est Louis XVIII qui inaugure le cycle et qui remplace Napoléon Ier sur cette fresque. Pas de chance pour Napoléon Ier, mais ce chantier n'était pas une mince affaire. Parce que derrière cette rambarde, il y a 60 mètres de vide. Mais à cette hauteur-là, ne pensez-vous pas qu'il doit y avoir une vue à couper le souffle? Bien sûr que si, et on vous a gardé le meilleur pour la fin. Sous les colonnes de la coupole extérieure, on a une vue à 360 degrés sur toute la capitale ensoleillée. Et on vous laisse quelques instants admirer le décor. À cheval, à moto, au quotidien ou même dans l'espace, les créations de Philippe Périssé subliment la femme aventurière qui sommeille en nous. Philippe Périssé est un créateur de mode, mais c'est avant tout un conteur. Accompagné de Beau, son bulle terrier allié et emblème facétieux de la marque, ses vêtements sont les supports de son imagination. Quand je démarre une collection, je démarre avec une histoire. Je raconte une histoire et c'est cette histoire qui ensuite m'amène à développer le plan de collection. Philippe puise notamment son inspiration dans la littérature et le cinéma des années 30-40. Mais souvent, ce qui déclenche tout, ce sont des héroïnes qui le fascinent, à l'image par exemple de l'aviatrice disparue en mer, Amelia Earhart. Quand vous partez d'un personnage aussi fort, en fait le plan de collection il est déjà fait. Vous savez que vous allez avoir une combinaison, vous savez que vous allez avoir un col aviateur, vous savez que vous allez avoir toute cette iconographie de l'aviation entre-deux-guerres. Et pour chaque collection, l'histoire qui l'inspire est d'abord évoquée sur un foulard. Puis à partir des trames narratives, naissent des matières et des formes. Et c'est ainsi que se dessine le vestiaire de véritables aventurières. Les héroïnes de James Bond, elles sont tantôt en train de faire tourner la roue au casino, dans une belle tenue de robe longue, ou alors elles sont en train de conduire un char d'assaut dans le désert. Donc c'est pour ça qu'en fait je constitue mes collections davantage comme des vestiaires pour habiller une héroïne de film, une héroïne d'une aventure, plutôt que comme une collection très cadrée, très streetwear, très evening wear. Non, en fait, pourquoi choisir En fait, la vie est pleine d'aventures et moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement des tenues pour affronter toutes ces aventures. C'est de l'aventure wear. C'est en revoyant le film Casablanca que Philippe a eu envie de retravailler sur le trench pour sa prochaine collection. Et afin de le réinventer, il est comme toujours allé chercher l'inspiration du côté d'une héroïne féminine forte. En fouillant un petit peu, je suis tombé sur un livre de Gisèle Halimi, sur le personnage de la Caïna, qui était à la fois une reine berbère et une guerrière absolument fascinante. Et je voulais des volumes dans lesquels on imaginerait bien une reine du désert. Avant de partir dans quelques jours pour un shooting en plein désert marocain, Philippe fait quelques derniers essayages. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il trouve ça plutôt... Canon, c'est canon. Canon, canon. C'est canon. Non mais c'est canon. Canon. Elle est canon. Mais c'est canon, je te remercie. Et l'héroïne du jour aussi semble conquise. Le vêtement que fait Philippe, t'as vraiment l'impression de tout de suite devenir un personnage. Et comment on se sent dedans? Sublime, tout simplement. Or, que la femme se sente sublime, c'est l'un des objectifs principaux de Philippe. La meilleure des gratifications,
c'est le regard de la femme quand elle se regarde dans le miroir et qu'elle se dit mais ah ouais, quand même. J'ai tendance à dire que je n'habille pas la fille, je n'habille pas la dame, j'habille la femme. C'est un peu prétentieux de ma part, mais c'est ce que j'essaye de faire, c'est de révéler la femme derrière la fille et la femme derrière la dame. Et dernière touche pour mettre en valeur ces aventurières qui l'habillent, des mises en scène vidéoludiques et soignées. Dernière expérience en date, le shooting de la dernière collection à Dakhla, au Maroc. Après les essayages du jour, c'est l'heure pour Philippe de se rendre à l'atelier Boivin, une maison de haute tradition spécialisée dans les cravates et autres accessoires. Il faudrait en fait le classique de la maison, le Boeing, dans les matières de la nouvelle collection. L'occasion pour Philippe d'appliquer sa vision responsable de la mode. Depuis les toutes premières collections, je me demandais comment revaloriser les chutes de mes matières. Et comme je travaille beaucoup sur le vestiaire masculin que j'adapte au vestiaire féminin, je me suis dit tiens, prenons un accessoire qui est typiquement très masculin, peu vu chez la femme. Donc j'ai voulu jouer avec le nœud pape. Les jeunes créateurs sont force de proposition et que c'est vrai qu'ils sortent un peu des sentiers battus, de la cravate traditionnelle. Nous, notre atelier date depuis 1920 et effectivement, des Philippe Périsset, comme 2-3 autres de nos créateurs clients, nous apportent des formes qui sont différentes et qui amènent de la fraîcheur au sein de ces produits. À sa manière, Philippe est lui aussi un aventurier qui n'a pas fini d'explorer les multiples champs de la création pour faire vivre ses nombreuses histoires. Bonjour Philippe. Bonjour Katrina. Alors vous avez un parcours très structuré, je trouve, un peu comme vos vêtements, très structuré. Merci. Est-ce qu'on peut revenir sur certains créateurs avec lesquels vous avez travaillé, notamment Scherer et Galliano? Oui, alors j'ai pu faire mes toutes premières armes dans l'atelier de Galliano à l'époque de la grande époque de la rue d'Avron. Ouais. J'avais le plaisir de pouvoir voir travailler un grand maître qui était Monsieur Neige. C'était le chef d'atelier et c'était un grand spécialiste du tailleur. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là? Est-ce qu'il y a une vision globale que vous avez... En fait, qu'ils vous ont transmis. Je me rappelle mes vieux cours de français, on me disait que le fond est indissociable de la forme. Et pour moi, j'ai fait mes premières armes dans les ateliers. 50% voire 60% du résultat d'un modèle vient du modéliste, vient du mécanicien qui va le monter. Et donc j'ai un respect et j'ai une formation à la base de modéliste et de styliste. Et souvent on dit l'inverse, de styliste-modéliste, mais je préfère dire modéliste et styliste parce que c'est vraiment pour moi la pierre angulaire du travail. Je tiens un soin particulier à la structure du vêtement, à la façon dont il est construit, aux tombées, aux matières. Alors Philippe, vos héroïnes sont souvent inspirées du cinéma, parce que le cinéma, pour vous, c'est très important, notamment le cinéma des années 20 jusqu'à 40, limite 50. En fait, avec mon père, on a cette fameuse collection sur l'uniforme de 14. Hein, on a à peu près 3000 pièces d'uniforme de 14, tout armé confondu. Et c'est vrai que c'est un peu le moment où, pour moi, débute mon iconographie et votre imaginaire. Mon imaginaire. Cette guerre de 14, elle a été terrible et en même temps fascinante pour toutes les conséquences qu'elle a eues au niveau artistique, au niveau social. L'émancipation de la femme a commencé à ce moment-là. Le cinéma a totalement reflété aussi ces grands bouleversements. On a eu tous les films les plus incroyables de science-fiction, d'aventure. King Kong a été fait dans les années 30, Tarzan a été fait dans les années 30. Flash Gordon, les premiers films de science-fiction. Flash Gordon qui m'a beaucoup inspiré. Alors tout part, Philippe, très souvent d'un imprimé, qui est sous forme de foulard, et ensuite on déroule un peu le vestiaire. Je voulais pas faire un imprimé qui soit un imprimé gratuit, genre hop, cette saison je vais faire des fleurs, cette saison je vais faire un carreau. Non, je voulais faire un imprimé qui a un sens. On part de ce foulard qui est assez narratif, qui raconte l'histoire de la collection, et après ça nous sert à faire des imprimés, des robes. Et aussi c'était l'occasion pour moi d'introduire Beau, mon animal de marque, un boule terrier ailé. Il amène une certaine légèreté, un certain humour. Un deuxième degré. Un deuxième degré. Par exemple, quand vous regardez mes foulards, de loin ils sont toujours très beaux, très chics, mais quand vous regardez de près, il se passe plein de bêtises. Alors ce que je voulais savoir, surtout, c'était... Est-ce qu'au départ, il y a l'histoire, plutôt, dans vos têtes? Toujours. En fait, pour faire une collection, ça ne m'intéresse pas.
Faire une collection pour raconter une histoire, pour vous emmener dans une histoire et vous faire vivre quelque chose, pour moi c'est important. Là, la dernière collection, c'est un mix entre De la Terre à la Lune de Jules Verne et Flash Gordon. Donc là, je vous emmène faire un voyage dans un space opéra incroyable où vous allez être une héroïne intergalactique. C'est kitsch, c'est rigolo, c'est drôle, mais au moins ça vous fait sourire, ça vous emmène quelque part. Qu'est-ce qui fait qu'un vêtement est beau pour vous? Tout mon travail tourne autour de la cliente, autour de la femme. Pour moi, un vêtement est beau quand la femme se sent bien. Quand la femme est belle. Ça c'est une bonne réponse. Mais non, mais c'est la seule réponse. Mon job, c'est un job de couturier dans le sens ancien du terme où on allait chez son couturier pour se faire un beau vêtement. Mon objectif, c'est que ma cliente c'est soit au belle. service de la cliente en fin de compte. Totalement. Le vêtement, il faut qu'il soit au service de la cliente, qu'elle se sente belle, qu'elle se sente forte, fabuleuse, prête à conquérir sa journée. Aujourd'hui, être une femme, c'est quand même pas facile. Je crois que c'est le moment charnière où finalement la charge sur la femme est la plus lourde et la plus compliquée. Elle a encore l'héritage paternaliste d'autrefois, même si on essaye de... Mais en plus, maintenant, il faut qu'elle soit manager, qu'elle soit chef d'entreprise, qu'elle soit... C'est vrai. Merci de le dire. Non, mais c'est... Et en fait, c'est fascinant et en même temps, c'est très compliqué. C'est peut-être pour ça que vous représentez la femme comme une héroïne, quelque part. Bah oui, pour moi, oui. Merci beaucoup. C'est avec grand plaisir. Loin des clichés thé à la menthe chameau, visite de Paris en version 100% marocaine, le tout raconté par les Marocains, of course. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré la capitale à dos de chameau pour un petit périple marocain. Pas de voyage au Maroc sans un arrêt au souk. On se croirait à Marrakech et pourtant cette caverne de trésors est bien dans le 15e arrondissement de Paris. L'artisanat marocain a plus de 2500 ans et chaque région a sa spécialité. À Fès, on a plusieurs artisanats, donc la didonderie par exemple, tout ce qui est travail de cuivre, métal, etc. Donc le cuir aussi, donc la peau, les sacs, etc., les poufs, les babouches. La ville de Safi, c'est surtout la poterie. À Essaouira, il y a surtout de l'artisanat du bois, de touilla. Et cet artisanat, on le retrouve également à Marrakech, bien sûr. L'artisanat marocain s'est façonné au rythme des peuples qui ont traversé le pays. Berbères, romains, juifs ou encore arabes, et leur savoir-faire n'a pas pris la poussière. Quand on va là-bas et qu'on voit tous ces artisans, ce qu'ils fabriquent à partir avec des moyens tout simples. Donc, la plupart des artisans n'ont presque pas de machine. Et en plus de ça, c'est des artisans qui ont appris sur le tas. Donc on ne se rend pas compte de la complexité quand on voit la simplicité avec laquelle ces artisans travaillent. Autre trésor marocain, le caftan, c'est une tenue de cérémonie. Linda les dessine à Paris, en plein cœur du 16e arrondissement. Et c'est à Rabat que les petites mains des couturières leur donnent vie. J'adore le caftan, je trouve ça très majestueux quand c'est bien fait. Et j'ai ma culture française que j'adore également. Et l'idée, c'est de créer un alliage entre ces deux cultures, d'être à mi-chemin entre l'Orient et l'Occident. Les premiers caftans sont façonnés au 8e siècle. À cette époque, c'est un costume traditionnel réservé aux hommes fortunés. Il faudra attendre un peu pour qu'il habille les femmes. Depuis, le caftan n'a cessé d'évoluer, autant dans sa forme que dans ses matières. Là, on est sur un caftan, donc une pièce en brocart qu'on a perlé tout au long de la robe, on a rajouté avec une petite ceinture qu'on appelle au Maroc demma, mais on l'a vraiment... généralement, elle est beaucoup plus grosse, beaucoup plus importante. Le caftan épouse les formes, alors qu'autrefois, il était beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Et puis là, voilà, on montre quelque chose qui est assez près du corps.
Pas trop près du corps non plus, parce que là, on file manger des petits gâteaux, direction le 9e arrondissement. La base de la pâtisserie marocaine, c'est de l'amande et du miel. La fleur d'oranger est aussi une saveur typique des desserts du pays. La gourmandise la plus emblématique est la corne de gazelle, mais la traduction n'est pas tout à fait exacte. En arabe, ça veut dire cheville de gazelle. Et la recette marocaine est la plus classique du Maghreb, une base de pâte d'amande enrobée d'une pâte sablée à la fleur d'oranger. Et il y a plein d'autres petits bijoux à découvrir et surtout à goûter, comme les chebakia, les balas ou encore les makroutes. Et tout ça accompagné d'un thé à la menthe, c'est une obligation. Pendant le repas, après le repas, avant le repas, au goûter, au petit déjeuner, c'est le thé, c'est vraiment c'est l'accompagnement du Marocain, du vrai Marocain. Vous êtes prévenus maintenant. Vous avez tous les codes pour être un vrai Marocain sans quitter Paris. Il est le meilleur ami de la femme des têtes couronnées et des braqueurs de bijouterie. C'est le diamant, secret de taille d'un caillou plus que parfait. Pour parer un coup, donner l'heure ou se dire je t'aime, célébrer les 500 000 albums vendus ou fêter ses 60 ans de mariage, on le sait, le diamant est le meilleur ami de la femme. C'est Marilyn Monroe qui le dit et on ne va pas la contredire. Mais le diamant n'a pas attendu la papesse du glamour pour briller en société. Les diamants se sont formés il y a plus de 3 milliards d'années, donc vous voyez, leur existence remonte presque jusqu'à la nuit des temps. Alors pour chercher des diamants, pas besoin de descendre dans les profondeurs de la Terre au risque de finir carbonisé. Car Dame Nature fait bien les choses et la roche diamantaire remonte à la surface au fil des années et des éruptions volcaniques. Plutôt pratique. Mais il faut quand même creuser et remuer la terre, car pour 20 tonnes de terre remuée, on récolte jusqu'à seulement 2 carats, ce qui fait quand même cher le coup de pelle. Alors mesdames, vous comprendrez pourquoi une bague au doigt, ça se mérite. Parce que si l'extraction est périlleuse, la taille est tout aussi compliquée. Mais c'est justement ce challenge qui a plu à Eric Hammer, diamantaire et meilleur ouvrier de France. Le diamant est réellement quelque chose d'incroyablement dur. Même moi, avec mon expérience, il m'arrive d'avoir les bras qui tombent. Il faut savoir que le diamant, non seulement on doit respecter son sens de taille, qui est le croisement des sens de cristallisation, mais un petit peu comme pour ce qui est du bois, pour ce qui est d'une bûche que vous allez fendre dans le sens du fil et qui va s'ouvrir parfaitement, c'est exactement la même chose pour le diamant, fois X quant à la dureté. Et comme Eric le disait, le diamant, ça le connaît. Arrière-arrière-petit-fils de diamantaire, la lignée remonte même jusqu'en 1640 en Hollande. Eric a donc baigné dans le diamant depuis tout petit. Et à l'âge de 8 ans, il taillait sa première pierre. On peut littéralement parler ici de vocation pour cette pierre qu'il traite comme un organisme vivant. Il y a une communion, non pas de pensée, mais de matière entre la pierre et nous. Et c'est réel, je le ressens en moi. Lorsque je regarde une pierre, lorsque je la taille, d'ailleurs je parle, même lorsque cette pierre est vendue, eh bien je continue de parler de mes pierres. Et pour tailler un diamant, il faut utiliser du diamant, car la pierre est tellement dure qu'elle ne peut être travaillée que par elle-même. Il y a des plateaux en fonte poreuse sur lesquels on étale de la poudre de diamant, à laquelle se trouve mêlée de l'huile d'olive. Pour 2 carats de diamant, on met 20 gouttes d'huile d'olive. On constitue ce qu'on appelle une pâte semi-liquide, ce qui s'appelle le bord. Et avec le doigt, on étale sur le plateau ce bord. Ces plaques poreuses permettent de polir les différentes facettes du diamant. Un travail minutieux qui demande de bons yeux, une bonne loupe et un grand savoir-faire. Pour mieux comprendre, voici un diamant brut de 2 carats, soit 0,40 g. Et voici un diamant taillé de 2 carats lui aussi. La taille d'une pierre permet un bon calibrage afin qu'elle rentre parfaitement dans l'emplacement qui lui est destiné. C'est ensuite le sertisseur qui scellera le bijou. Un savoir-faire ancestral qui flirte avec les nouvelles technologies.
Le numérique est venu créer des pièces de joaillerie à la machine avec une précision d'un centième de millimètre. Eh bien moi, immédiatement, je me suis dit qu'il fallait adapter ma taille à cette précision, qu'il n'y ait pas une distorsion entre la monture et les pierres. Parmi toutes ces nouvelles technologies, il y a la gravure laser. Et dans un souci de prospérité, on n'a pas pu résister à l'envie de laisser notre empreinte dans un diamant brut. La version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!